nous engagerons un réarmement civique. Passer du temps devant un écran, ça a un impact sur le développement affectif, sensoriel, cognitif d'un enfant. Passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité, qui est un vrai sujet pour nos démocraties. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus, la parole d'une enseignante, me donnent tort, dont acte. Le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire. Bonjour la génération des complotistes. Cette semaine, nous allons reparler d'Amélie Oudéa-Castéra qui, de façon un peu surprenante, est toujours ministre de l'Éducation nationale et des Sports au moment où j'enregistre cette chronique. Mais nous allons d'abord revenir à l'interminable conférence de presse présidentielle du 16 janvier dernier, durant laquelle Emmanuel Macron a répondu pendant plus de 2 heures à quelques journalistes soigneusement triés, dont certains, soit dit en passant, avaient eu la bonté d'accepter de transmettre leurs questions à l'avance, sans doute pour se prouver à eux-mêmes que la presse est un puissant contre-pouvoir. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Ce jour-là, rappelons-nous, le chef de l'État français a promis un réarmement civique de la jeunesse, passant notamment par la redéfinition, selon lui nécessaire, de ce qu'il a appelé, ouvrez les guillemets, le bon usage des écrans par cette jeunesse. Sur la base de recommandations que feront les experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Car, a-t-il expliqué, on a ensuite beaucoup de nos adolescents et de nos jeunes qui ont accès au savoir, à l'information, à l'actualité, uniquement par les écrans. Et cela a des conséquences très concrètes, car, a poursuivi Emmanuel Macron, passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité, qui est un vrai sujet pour nos démocraties. Puis le chef de l'État a répété que l'encadrement de l'usage que fait la jeunesse française des écrans était très important aussi pour la solidité de nos démocraties. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. En résumé, Emmanuel Macron veut donc protéger les jeunes Français et les jeunes Françaises contre les fake news en leur apprenant à repérer les contre-vérités véhiculées notamment par les réseaux sociaux. Et c'est très gentil de sa part, mais ça risque de ne pas suffire. Car dans le monde réel, il y a beaucoup d'autres endroits où la vérité est quotidiennement mise à mal. L'un de ces endroits est bien évidemment la Macronie, dont les plus hauts représentants jusqu'au plus haut sommet de l'État continuent imperturbablement, semaine après semaine, à proférer le plus tranquillement du monde et avec une assurance qui force le respect d'énormes contre-vérités. Ça ne fait jamais que 7 ans que ça dure. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Dimanche dernier, par exemple, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, s'est invité au journal de 20h de TF1, où il a annoncé une hausse des prix de l'électricité allant de 8,6% pour le tarif de base à 9,8% pour le tarif appelé heure pleine, heure creuse, avant de promettre qu'après cela, il n'y aurait plus de nouvelle augmentation avant 2025. Monsieur est trop bon. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. C'est la dernière hausse de cette taxe sur l'année 2024.
La prochaine sera au 1er février 2025. Pour justifier cette augmentation, qui est censée permettre à l'État d'économiser plusieurs milliards d'euros, le ministre a expliqué que cette décision difficile était, je cite encore, nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et pour protéger nos finances publiques. Dit comme ça sonne plutôt bien, ça a l'air plutôt convaincant. C'est vraiment génial. Mais c'est du pipeau. Car en vérité, rien n'oblige Bruno Le Maire à prendre cette mesure qui va peser d'un poids très considérable sur les finances des Français les plus modestes et dont les riches s'accommoderont beaucoup plus facilement. Si vraiment il souhaitait économiser des milliards et protéger les finances publiques, Bruno Le Maire pourrait par exemple faire le choix de taxer les entreprises privées bénéficiant d'aides publiques plutôt que les citoyens. Dans un rapport publié en mai 2022 et passé largement inaperçu, car il n'intéressait bien sûr pas les médias mainstream contrôlés par des milliardaires gavés d'aides publiques, des chercheurs de l'Université de Lille ont en effet révélé que le montant de ces aides publiques au secteur privé n'a cessé d'augmenter depuis le début des années 2000 et qu'il était passé de l'équivalent en francs de 30 milliards d'euros par an dans les années 1990 à 100 milliards d'euros à partir de 2008, puis à 157 milliards d'euros en 2019. Or, ces aides ne servent à peu près à rien. Les auteurs du rapport estiment que dans la plupart des cas, leur efficacité est au contraire très discutable. Mais pour le ministre de l'Économie et des Finances, il n'est manifestement pas question de réduire leur montant. Il est vrai qu'il est beaucoup plus simple de raconter aux Français que si on n'augmente pas leur facture d'électricité, nos finances vont s'effondrer. Parmi les très nombreux bénéficiaires des largesses de l'État, on trouve aussi les 7500 établissements scolaires, majoritairement catholiques, de l'enseignement privé sous contrat, qui reçoit tous les ans 8 milliards d'euros d'aide publique, une très coquette somme. En échange de cette manne, les établissements concernés prennent un certain nombre d'engagements, comme par exemple celui d'améliorer la mixité sociale dans leurs classes. Mais dans les faits, observe la Cour des comptes dans un tout récent rapport, cette mixité sociale est en fort recul depuis une vingtaine d'années dans les établissements privés sous contrat, où les enfants de familles très favorisées, qui constituaient 26,4% des effectifs en 2000, représentent aujourd'hui plus de 40% des élèves. Par conséquent, ces établissements ne s'acquittent pas des obligations qui leur permettent d'obtenir des aides de l'État, qui de son côté, et toujours selon la Cour des comptes, ne se donnent pas la peine de vérifier qu'ils tiennent leurs engagements. Le gouvernement serait donc tout à fait fondé à réexaminer ces subventions. Cela lui permettrait peut-être de réaliser une substantielle économie de plusieurs milliards d'euros. Mais ce n'est manifestement pas la solution retenue par Bruno Le Maire. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Revenons maintenant, après cette habile transition, et pour finir, à Amélie Oudéa-Castéra, dont les 3 enfants, comme on sait, sont précisément scolarisés dans l'un de ces établissements privés, le collège Stanislas, dans le très bourgeois 6e arrondissement de Paris. Comme nous l'avons dit ici même la semaine dernière, elle a elle aussi proféré une très grossière contre-vérité lorsqu'elle a soutenu qu'elle avait inscrit ses enfants dans le privé à cause de l'absentéisme de l'institutrice de son fils aîné lorsqu'il était inscrit à l'école publique. On sait aujourd'hui que cette affirmation était fausse. L'institutrice incriminée a formellement démenti avoir été absente. Et on a découvert depuis, dans un rapport parlementaire publié le mardi 23 janvier, que lorsqu'elle dirigeait la Fédération française de tennis, avant de rejoindre le gouvernement, Amélie Oudéa-Castéra avait, je cite, fourni une présentation inexacte du soutien public consenti par l'État à cette fédération sportive. Ces 500 000 euros sont à mettre en regard des 100 millions d'euros dégagés par cette fédération à raison du business model particulièrement performant de la Fédération française de tennis et du tournoi de Roland-Garros, et que c'est une fédération qui ne touche pas 1 euro de subvention publique. Elle est donc en capacité de payer ceux de ses talents à ce niveau, ou ceux de ses dirigeants à ces niveaux. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Pour le dire autrement et de façon moins feutrée que les auteurs de ce rapport parlementaire, qui sont évidemment tenus à une certaine pondération, la ministre avait déjà menti. En somme, pendant qu'Emmanuel Macron décrète lors de sa conférence de presse que passer trop de temps devant un écran risque d'empêcher la jeunesse française de bien faire la différence entre la vérité et la contre-vérité, ces ministres profèrent des contre-vérités en essayant de les faire passer pour des vérités. Tu mens
Il est vrai que l'exemple leur vient encore et toujours de très très haut, puisque, comme l'a ensuite révélé le quotidien Libération, Emmanuel Macron, avant le début de sa conférence de presse, avait fait rehausser le fauteuil sur lequel il était assis, afin de se grandir de 20 cm pour ressembler au général de Gaulle. En même temps qu'il expliquait aux adolescents français la nécessité de bien différencier le vrai du faux, il trichait donc sur sa taille. Finalement, le mieux pour la jeunesse de France, si vraiment elle veut apprendre à bien différencier la vérité du mensonge, serait peut-être de ne pas passer trop de temps devant Macron et ses ministres. Bonjour la génération des complotistes.